On va parler de jeux de société aujourd'hui et avec une particularité, des jeux de société issus de jeux vidéo. Alors pas que, vous allez le voir dans quelques minutes. On va s'intéresser à une maison d'édition qui s'appelle Lucky Duck Games, qui a plein d'actualités, un gros jeu qui sort avant la fin de l'année et une campagne Kickstarter pour un jeu qui arrive très prochainement. Je vous propose d'en parler avec celui qui est derrière les Lucky Duck. Il s'agit de Vincent Vergonjeanne. Bonjour Vincent. Bonjour Xavier. Alors Lucky Duck Game, une grosse actualité, on va avoir le temps d'en parler. Il y a plein de jeux, des jeux qui parlent forcément à beaucoup de monde parce que c'est des jeux issus de jeux qu'on retrouve notamment sur les smartphones comme Fruit Ninja ou encore Jetpack Joyride. Il y a d'autres choses encore à parler, mais avant on va s'intéresser à vous. Vous êtes derrière Lucky Duck Game. C'est quoi votre passion? J'ai cru comprendre que vous étiez d'abord dans le jeu vidéo avant d'être dans le jeu de société. Absolument. Alors en fait, la genèse de Lucky Duck prend ses racines dans le fait que je crée, je possède mes propres sociétés de jeux vidéo où j'ai été cofondateur de sociétés de jeux vidéo depuis presque 12 ans en fait maintenant. Et spécifiquement, c'est ces deux sociétés en question qui s'appelaient Kobojo, qui était une société française, et Everyday Play, qui est une société polonaise, avait une particularité de faire des jeux dits free-to-play, donc des jeux gratuits à télécharger. Et du coup, pendant les 10 dernières années, on a essayé de vendre des objets en plus donc de ces microtransactions. Évidemment, à l'époque, on savait pas fabriquer des choses, donc c'est surtout des trucs à la demande. Donc c'est des t-shirts, des mugs. Et bon, c'était une perte de temps incroyable, personne n'en voulait. Et il y a 3 ans de ça, mon frangin, Julien Vergonjeanne, donc vient me voir en me demandant des visuels parce qu'il est en train de travailler sur un prototype de jeu de société. Julien, on n'était pas à son premier jeu de société, même si aucun de ces jeux n'avait été édité. Et je lui dis, OK, deal, je te donne ces visuels, mais si tu me fais une adaptation du jeu vidéo avec ces visuels. On se retrouve 6 mois plus tard à la maison de mes parents. J'essaye son jeu, je tombe complètement amoureux. Et même si je ne sais pas encore comment l'édition de jeux de société fonctionne, je suis décidé à en tout cas à essayer, aller jusqu'au bout de participer à l'édition de ce jeu de société. On passe 2 mois avec mon directeur artistique de l'époque pour transformer le prototype de Julien et on le présente en teaser à nos joueurs du jeu de société et pour la première fois en 10 ans, on a une vraie demande de ces joueurs en disant qu'est-ce que c'est que ce jeu, je peux pas le trouver sur Amazon, quand est-ce qu'il sort, où est-ce qu'il est, et c'est là que quelque chose d'intéressant se passe. C'est-à-dire en reculant, je pense qu'il est évident que un t-shirt ou un mug, c'est une histoire, c'est un objet qu'on achète pour dire j'appartiens à un groupe, voilà, je suis Star Wars ou j'appartiens aux fans de Star Wars. Mais on va difficilement acheter un t-shirt pour dire je suis un fan de Vikings Gone Wild, le petit jeu là où on est 25 en ligne à jouer tous les jours. Par contre, un jeu de société, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, un jeu de société, c'est une intimité émotionnelle. Vikings Gone Wild, il y a un jeu de société, je vais pouvoir jouer avec mes enfants peut-être autour de la table. Du coup, vu cette première réponse qu'on n'a jamais eue en 10 ans par rapport à cet objet ludique, on se lance dans un Kickstarter qui est donc un énorme succès à l'époque, avec plus de 3000 backers. Et c'est un peu comme ça que le Lucky Duck est né, avec aussi une découverte. Et c'est clair que Everyday Play, ma société de jeux de société, n'était pas du tout équipée pour bien devenir une société d'édition de jeux de société, parce qu'en fait, une société de jeux vidéo a des besoins différents. En jeu de société, on parle de fabrication, de logistique, de réseaux de distribution qui sont complètement différents. Voilà. Donc Lucky Duck était né avec cette genèse. Et du coup, avec cette identité, d'aller chercher d'autres jeux vidéo et d'aller adapter ces jeux en jeux de société. Ça fait maintenant 2 ans qu'on existe, donc on est encore tout jeune dans cette industrie, mais on a beaucoup appris, on continue de grandir et c'est une aventure constamment renouvelée
avec beaucoup, avec beaucoup d'excitation, si je peux dire ça. Alors après, on peut citer dans le cadre de Viking Guns Wild de nombreuses extensions qui sont sorties ou qui vont sortir, en tout cas qui sont proposées. Masters of Elements, il y a It's a Kind of Magic, avec quelques petites allusions assez sympas pour ceux qui ont connu les années 80-90, Guild Wars, Ragnarok. Donc ça c'est pour Vikings Gone Wild. Et puis depuis, il y a eu des adaptations de d'autres jeux vidéo, Zombie Tsunami, Fruit Ninja, Jetpack Joyride. Alors ça, c'est des jeux qui sont peut-être pas tous arrivés sur le marché parce que c'était des campagnes Kickstarter qui se sont déroulées il y a pas si longtemps que ça. Hein. Voilà, alors en fait, donc Fruit Ninja et Zombie Tsunami sont en boutique. Fruit Ninja a été signé avec Asmodee de manière mondiale. On s'occupe de la distribution américaine, personnellement. Zombie Tsunami est aussi en boutique depuis le mois de mars. Jetpack Joyride, lui, arrive probablement au mois de mars l'année prochaine. Voilà. De manière intéressante, en fait, on n'est pas vraiment un. Alors, vous voyez, on est. Le studio est basé en Pologne et aux États-Unis. On édite nous-mêmes nos jeux en France, enfin en français et en anglais. On a un directeur commercial aux États-Unis et c'est un fait que peu de gens connaissent, mais en fait on est presque avant tout en fait une société d'édition américaine. En fait, nos plus grosses ventes sont faites aux États-Unis et on a une relation directe avec des distributeurs aux États-Unis. Et notre second marché, c'est la France. Évidemment parce que, enfin, mon frangin et moi sommes français. Et c'est un marché qu'on connaît bien aussi, sur lequel on est sur beaucoup de je vais vous faire la Jean-Claude Van Damme, je suis désolé, je cherche mes mots en français, sur beaucoup de salons, voilà. Et donc voilà, donc la France et les États-Unis sont les deux gros marchés où on est. En termes de boutique. Avant pour en finir et s'intéresser à vous, est-ce que vous avez été joueur autre que jeu vidéo? Est-ce que vous aviez dans votre jeunesse goûté au plaisir du jeu de société ou au jeu de cartes ou même pourquoi pas le jeu de rôle? Alors en fait, c'est marrant, c'est parce que on a eu cette discussion avec mon frangin au tout début de Lucky Duck. Au moment où on reprend Lucky Duck, moi ça fait longtemps que j'avais pas rejoué à un jeu de société. Par contre, nous deux, Julien et moi, avons passé beaucoup de temps à jouer à des jeux de plateau étant enfant. Je vais donner des noms comme HeroQuest, comme Canon Noir, Fireball Island, je sais plus c'est quoi le nom en français, enfin avec la bille qui descend sur ce truc. Donc on a alors évidemment on a joué à tous les trucs Monopoly, etc. Donc on était des gros joueurs. En fait, notre famille était très jeu de société. Et puis un peu comme beaucoup de gens avec l'arrivée du digital et puis surtout on a grandi, on est parti. Ce sont des pratiques qu'on a arrêtées. Et Julien lui par contre a pas forcément arrêté parce que lui il était vraiment dans la création de jeux de société de bien avant que moi je reprenne l'édition. Et par contre, moi, depuis 3 ans, en 3 ans, j'ai dû racheter plus de 300 jeux avec un appétit insatiable de découvrir ou de redécouvrir tout ce que j'ai raté pendant 20 ans, et en jouant au moins 3-4 fois par semaine. Un petit peu comme si j'étais, tu vois, en me disant, si je suis un écrivain, je dois absolument lire tout ce que je dois avoir à lire. Et bien donc du coup, si je deviens éditeur de jeux de société, je dois absolument jouer à tous ces jeux pour comprendre qui a fait leur succès, ce qui les démarque, et pour avoir un avis un peu plus aiguisé que hey, j'ai joué au Monopoly, c'était chouette. Et donc vous avez dû racheter une nouvelle maison avec une pièce supplémentaire pour entasser tout ça, c'est ça? Non, mais par contre, oui. Alors non, mais du coup, heureusement, on a des bureaux. Donc j'utilise les armoires de bureau. Et j'ai eu une fois la conversation avec ma femme en me disant, Vincent, ça repart au bureau ton truc là. Donc j'ai réussi. Je viens récemment de revendre un vieux meuble pour rajouter un Calac 5x5 dans une des pièces. Mais oui, donc c'est le problème d'espace était le plus gros problème en effet sur cette passion. Quand on le fait à ce niveau-là, à cette échelle de consommation.
pour le travail, que vous soyez en Pologne, qu'il y ait une partie aux États-Unis, que le marché français soit concerné et pourquoi pas même l'Europe, parce que en Europe il n'y a pas que la France, il y a aussi l'Espagne, il y a l'Allemagne qui a beaucoup de joueurs. Au niveau du travail, comment ça se passe? Que c'est compliqué? Est-ce que heureusement il y a Internet? Absolument. En fait, pour répondre à ça, en fait, on est avant tout une société extrêmement internationale. Parce que on est avant tout aussi une société extrêmement digitale. Le fait qu'on ait un passé dans notre ADN par rapport aux jeux vidéo fait qu'on comprend très très bien les modes de communication des réseaux sociaux, on va dire de la communication en ligne et de toutes ces choses, ce qui nous donne un énorme avantage. Par contre, et donc ce qui va aussi dans le fait qu'on fait beaucoup de Kickstarter. En fait, d'ailleurs, qu'on ne fait quasiment que des Kickstarter. Alors, je dis quasiment que parce que 2019 sera la première année où on va avoir des jeux qui vont directement en boutique. D'ailleurs, je mens parce qu'en fait, Fruit Ninja est allé directement en boutique sur celui-là après un Kickstarter qu'on a annulé. Mais il y a deux aspects par rapport à ça. Le premier, c'est que créer une société d'édition de jeux vidéo en 2016, c'est très tardif. Même si c'est un marché en expansion, il y avait encore des choses à faire. Et un des aspect différenciant pour nous, c'était donc forcément d'aller chercher ces licences. L'avantage de ces licences, leur avantage injuste, je sais pas comment on dit en français, unfair advantage en anglais, c'est que elles ont beaucoup de trafic. Il y a beaucoup de gens qui vont sur ces jeux. Et donc faire des Kickstarter pour nous, petit éditeur, parce qu'on est encore très petit, petit éditeur avec pas forcément très connu, avoir la possibilité de faire une annonce sur ces jeux vidéo pendant une campagne Kickstarter pour amener ses joueurs sur une campagne, ça fait toute la différence. Et donc notre présence en ligne, elle est beaucoup due au fait qu'on a de ces jeux de société, ces licences de jeux vidéo, on travaille avec eux, on travaille toujours avec un modèle on finit le jeu de société avec eux pendant une campagne de financement. Et on grossit la communauté autour de ces jeux pendant ces campagnes. Donc du coup, ça aide à aller chercher des joueurs en Espagne, en Allemagne, en France, aux États-Unis, au Canada, parce que quand on est en ligne, il n'y a pas de frontières. On fait un énorme effort, nous, avant ces campagnes de financement, d'aller envoyer des copies avancées, des prototypes, des très jolis prototypes partout dans le monde. On a des ambassadeurs et aussi des journalistes avec qui on travaille, ou des youtubeurs avec qui on travaille dans tous ces pays, Espagne, Italie, Allemagne, Pologne, États-Unis, Canada, France, Angleterre, pour aussi que les joueurs là-bas puissent découvrir ces jeux avant que cette campagne commence. Mais au final, on sait aussi que le vrai travail de fond, par contre, celui qui n'est pas dans la vente en ligne, on va dire, ou dans le financement participatif en ligne, celui qui est dans la vente en boutique a besoin de présence en salon, de présence physique. Et c'est pour ça qu'en fait, là-dessus, par contre, on ne fait pas plus que États-Unis et France, qui sont les deux pays sur lesquels on est extrêmement présent en termes de salons. Aux États-Unis, on fait au moins 7 ou 8 salons par an. En France, on en fait au moins 3 ou 4. Parce que c'est important de pouvoir montrer ces jeux sur les salons, de pouvoir rencontrer les joueurs sur les salons, de pouvoir montrer le futur des jeux qui arrivent. Et donc cet aspect plus local, lui, par contre, il est pas. C'est quelque chose où il est important de rester concentré et de ne pas battre des ailes trop loin pour pouvoir le faire bien. Alors intéressons-nous maintenant à l'actualité des Lekudek avec l'arrivée très prochainement. On va commencer par s'intéresser à un jeu qui va arriver, c'est Chronicles of Crime. C'est un jeu de société avec la particularité d'avoir une application mobile. Absolument. Alors celui-là, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est le seul jeu qui n'a pas une licence de jeu vidéo parce qu'il utilise une application et que donc du coup cette application serait trop en frontal par rapport à des licences de jeux vidéo. Donc on est le jeu vidéo quelque part, même si c'est surtout un jeu de société. Alors Chronicles of Crime, c'est un jeu qui a été dont l'auteur est français, David Sicurel. C'est presque
2 ans de développement avec Lucky Duck. De son côté, lui, c'est plus de 4 ans de développement. Donc c'est un jeu qui a été mijoté pendant plusieurs années pour arriver à sa forme finale. C'était le plus gros Kickstarter de l'histoire de Lucky Duck. On a fait plus de 9000 backers pour quasiment plus de 800 000 $ en financement participatif au mois de mars de cette année. Et c'est un jeu qui arrive en boutique le 4 octobre en France. Qu'est-ce qu'on fait dans Chronicles of Crime? Dans Chronicles of Crime, c'est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs dans lequel on est en train de... où en fait l'ensemble des joueurs cherchent à résoudre une enquête qui leur est donnée. La manière dont ça fonctionne et un petit peu ce qui le rend le jeu différent, c'est qu'il n'y a aucun texte dans la boîte. La boîte, ce sont des cartes personnages, des cartes lieux, des cartes objets ou des cartes évidence. Et toutes ces cartes, en fait, ont un petit code QR qui va permettre à l'application de savoir de quel objet il s'agit. L'ensemble du texte, lui, vient du téléphone. Alors le téléphone, l'application, ce n'est rien de plus c'est un livre digitalisé. C'est un livre aussi intelligent parce qu'en fait, on va pouvoir interagir avec donc le monde physique, ces cartes, ces lieux, ils vont interagir par combinaison. Toute la force du jeu va être donc de réussir à trouver quelle combinaison faire pour avoir les meilleures informations. Toute la force du jeu et tout son contenu chaque épisode a énormément de mots. Chaque épisode sont presque des petits livres à part entière. La force, c'est qu'en fait, justement, cette histoire de combinaison. En fait, on peut poser une question à un personnage sur n'importe quel autre personnage découvert, n'importe quel objet découvert, n'importe quel indice découvert, ce qui crée en fait une force combinatoire assez époustouflante. Évidemment, le but du jeu, c'est pas de tout scanner, c'est de scanner les bonnes choses, puisque le score du jeu est beaucoup basé sur le temps, sur un bonus de temps. Donc il y a une contrainte très forte, non pas d'être de connaître l'ensemble des informations, mais de poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Ça, c'est un premier aspect. Ce deuxième aspect, en fait, permet au jeu d'être extrêmement rejouable. L'idée, c'est que tout le contenu du jeu, eh bien, c'est une espèce de mini console de jeux vidéo dans le sens où on est capable de fournir de nouveaux scénarios digitalement et de les jouer avec le même matériel, puisque le matériel ne contient pas de mots. Le jeu de base, qui donc sort le 4 octobre, contient donc 5 scénarios et un tutoriel. Mais on aura rapidement dans la foulée, d'ici la fin décembre, 4 scénarios supplémentaires téléchargeables en échange d'une petite somme. Il faut quand même bien payer les auteurs et les traducteurs. Et donc le prix, c'est a priori 4 € par scénario. Et pour 4 € de supplémentaires, eh bien, on peut rejouer avec le même matériel de nouvelles investigations, de nouvelles histoires. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a signé avec plus d'une dizaine d'écrivains. Donc, à chaque fois, il y a une variété énorme sur la manière d'écrire, sur la manière d'appréhender le jeu, sa technologie. Également, puisque c'est un jeu digital, que c'est un livre digital, on peut faire des choses qu'on ne pourrait pas faire dans Sherlock Holmes Consultative Detective, par exemple. Les personnages peuvent bouger. Des témoins que vous avez rencontrés, que vous avez même interrogés, peuvent mourir entre-temps. On reçoit des coups de téléphone du commissaire, des événements se passent, des bâtiments peuvent exploser. Beaucoup de choses peuvent se passer. Il y a un aspect très dynamique, il y a un aspect jour-nuit également. Il y a une notion de temps. Chaque scan prend du temps et donc ce temps est constamment affiché. Et tout ceci fait que Chronicles of Crime est un objet ludique vraiment à part entière et vraiment unique dans son genre. Voilà. Alors les jeux de société ont cette particularité depuis maintenant quelques temps d'ajouter une application mobile. Est-ce qu'on peut peut-être pas parler du futur du jeu de société, parce que le principe du jeu de société, c'est quand même de se retrouver à plusieurs et de pouvoir jouer, mais c'est quand même une révolution qui apporte maintenant une autre façon de penser et de concevoir un jeu de société, hein. Absolument. Alors par contre, ça reste quelque chose de très très délicat, très très délicat. J'ai eu dans mes mains beaucoup d'autres jeux hybrides avant celui de David que on a décidé de ne pas faire parce que l'hybride, ça peut rapidement
tomber dans le cliché, dans l'inutile. Et il est très clair, hein, et même pour moi personnellement, qu'il y a une volonté de consommation du jeu de société, de son usage, qui veut se retirer justement de tout ce qui est digital. Je pense d'ailleurs que la croissance organique de ce marché, le fait que eh bien ce milieu de passionnés est en train de grossir et en train de se démocratiser, c'est parce qu'on a tous un téléphone dans nos poches, objet qui nous isole, qui nous désocialise. Et il y a quelque chose de très 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 fort dans le fait de jouer à plusieurs autour d'une table, sans téléphone ou sans PC. Donc du coup, cet usage de ramener le téléphone autour de la table doit être extrêmement bien calculé, doit être nécessaire, voire fondamental. Et David, avec son design, réussit ce pari parce que l'objet digital n'est rien d'autre qu'un livre extrêmement intelligent. D'accord ? On n'est pas, il est constamment présent, il est central au jeu. C'est pas juste un gadget qui compte les points à la fin ou un truc qui va nous donner un petit événement de droite à gauche. Non, non. C'est le livre. Et c'est un livre avec des capacités et une puissance éditoriale qu'on ne pourrait pas faire sans. Voilà. Et c'est pour ça que c'est le seul jeu sur lequel on a vraiment une application centrale aussi forte éditée chez nous, parce que elle réussit un tour de force, le même tour de force qu'avait réussi alors en français je crois que c'est la Maison de l'Épouvante, de Fantasy Flight Game, avec des mini-figurines et une application absolument extraordinaire, une expérience ludique phénoménale, parce que du coup avec cet usage de device extrêmement central. Donc voilà, donc je reste, je dis juste, même si nous on en a une, je dis juste que j'en ai vu beaucoup d'autres avec une application, et qu'il faut quand même faire attention, parce que c'est un milieu qui est censé justement nous en distancer. Donc voilà. Le jeu arrive en boutique le 4 octobre. Une autre actualité pour le mois d'octobre, c'est l'arrivée d'une campagne KS autour d'un jeu qui s'appelle Mutant, avec un S à la fin. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce jeu ? Oui. Alors Mutant, c'est un design de deux auteurs canadiens, Sen-Foong Lim et Jesse Bright. Sen-Foong, il a fait notamment Junkart, il a fait Belfort, c'est un designer extrêmement influent au Canada et aux États-Unis. Jesse, lui aussi, a quelques belles créations ludiques derrière lui. Donc, ce sont vraiment deux auteurs très très forts, avec qui ils ont travaillé avec Philippe Miunski. Alors Philippe Miunski, c'est l'auteur de CV, de Capital, de trois objets ludiques. Il a d'ailleurs gagné le prix du meilleur designer polonais l'année dernière. Et j'ai la chance d'avoir Philippe en tant que directeur créatif à Lucky Duck depuis le mois de février. Lucky Duck a beaucoup grossi cette année. On est plus d'une dizaine de personnes maintenant. Et donc Philippe a rejoint les rangs. Ces trois personnes ont travaillé depuis plus d'un an à faire de Mutant un jeu de deck building vraiment à part entière. Et ce qui différencie ce jeu par rapport à au reste de ces jeux, c'est avant tout, en fait, c'est un usage. C'est l'apparition en fait d'un marché de cartes dit asymétrique. Dans un deck building, qu'est-ce qui se passe ? On a tous un paquet de base qui est généralement très symétrique, tout le monde a le même. Mais dans beaucoup de ces jeux, ce marché est complètement symétrique, c'est-à-dire que tout le monde achète à le même choix d'achat. D'accord ? Dans ce jeu, chaque joueur a un marché différent. C'est-à-dire que personne ne joue avec les mêmes cartes. Littéralement. Personne ne jouera avec les mêmes cartes pendant la même partie. Ce qui rend le jeu extrêmement intéressant parce que du coup, il est complètement asymétrique. Complètement asymétrique. Alors, dès qu'on parle d'asymétrie, on parle de énormément de travail d'équilibrage. Mais ce qui fait que chaque partie est profondément différente, force le joueur à complètement revoir la manière dont il doit approcher sa stratégie en fonction des cartes qu'il a eues. Alors, ces fameux marchés, nous on les appelle en anglais des gene pools. Je ne sais pas le traduire encore. On n'a pas la version française du jeu. Le jeu sera en français. Mais donc, on appelle ça des gene pools. Et on a donc 4 paquets préconstruits de gene pools pour apprendre aux joueurs des stratégies spécifiques,
Mais la vraie manière de jouer au jeu, eh bien, c'est un draft, c'est-à-dire qu'au début de la partie, on reçoit une main, on va récupérer un mutant, faire passer le paquet, récupérer un mutant, faire passer le paquet, jusqu'à avoir une main de 6 mutants qu'on va doubler après pour avoir un gene pool total de 12 cartes. Donc ça c'est une particularité vraiment vraiment très spécifique qui rend le jeu vraiment original, très différent. Mais il y a autre chose. Dans le jeu en lui-même, il y a une forme de planification. Chaque carte a un effet d'entrée et un effet de sortie. L'effet d'entrée est joué immédiatement lorsqu'on pose la carte, mais les cartes, elles, bougent sur un plateau, et c'est seulement quand elles sortent du plateau que leur effet de sortie est activé. Ce qui est extrêmement intéressant parce qu'en fait, du coup, il y a toujours deux effets qui sont joués. En fait, on commence par l'effet de sortie d'une carte, parce que, mis à part les 3 premiers tours où on doit remplir son plateau, à partir de là, tous les autres tours, a priori, on va faire sortir une carte. Et ensuite, on joue un effet d'entrée. Ce qui crée un effet combinatoire hyper intéressant, qui demande une planification d'effets qu'on voit assez rarement et qui rend l'objet assez original. Voilà, Mutant sort sur Kickstarter, démarre en financement participatif le 30 octobre. Voilà. Et on va a priori partager un fichier de print and play avec la communauté. On a déjà un petit groupe d'une trentaine de bêta-testeurs qui nous ont donné beaucoup de retours sur le jeu, très très intéressant pour des peaufinages. Ils ont surtout beaucoup aidé sur l'amélioration du livret de règles. Alors, outre le fait que le deck building apporte des mécaniques qui soient différentes des autres deck building, s'il y a une chose qu'on peut remarquer quand on va sur votre page, c'est que en plus, au niveau des illustrations, ça claque, hein. Merci. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que Mutant est basé sur une licence de jeu vidéo qui s'appelle Mutant Genetic Gladiator, qui d'ailleurs en fait était un jeu fait par mon ancienne société Kobojo. Kobojo depuis a mis la clé sous la porte, et le jeu a été racheté par une société qui s'appelle Celsius Online, qui est une société parisienne et qui du coup a repris le flambeau sur Mutant Genetic Gladiator. C'est un jeu vidéo qui a plus de 30 millions de téléchargements et qui est sur Facebook et sur mobile. Voilà. On a décidé pour son adaptation ludique physique de raccourcir son titre, et donc l'ensemble de ces illustrations vient du jeu, vient de gens que je connais très bien, parce qu'en fait, comme je disais, beaucoup de ces graphistes étaient à Kobojo, une société que j'avais aidé à cofonder en 2009. Et le jeu avait été dirigé par l'un de mes meilleurs amis qui s'appelle Philippe Desgranges, qui est un créateur de jeux vidéo extrêmement talentueux, l'un des meilleurs de sa génération, si vous me demandez. Et donc du coup, beaucoup de ces graphismes viennent de ce jeu. Après, il y a toujours la touche en direction graphique de Mateusz Komada, qui est notre directeur artistique à Lucky Duck, et qui était avec moi, qui était le premier employé de la société, et qui est l'homme derrière à chaque fois des pages Kickstarter qui ont vraiment un niveau triple A. Alors évidemment, je suis un peu biaisé en disant ça, mais je trouve sincèrement que la qualité que Mateusz apporte à notre identité graphique est vraiment exceptionnelle. Donc voilà. Une campagne à suivre, en tout cas, qui démarre le 30 octobre. C'est Mutants The Card Game. Vous ne pouvez pas rater ce jeu tellement il est coloré, tellement les illustrations donnent vraiment envie. Il y a du mutant à gogo, du guerrier. C'est un jeu de deck building avec des mécaniques innovantes. Je vous invite à aller sur le site de Lucky Duck Games. C'est tout simplement luckyduckgames.com. Vous allez voir tous les jeux que propose Lucky Duck, Jetpack Joyride, Chronicles of Crime qui sort donc le 4 octobre. Vous pouvez aussi voir Fruit Ninja, Zombie Tsunami qui sont déjà en magasin, et le fameux Vikings Gone Wild et toutes ces extensions. Il y a une page Facebook aussi pour suivre l'actualité de Lucky Duck Game. Merci beaucoup Vincent Vergonjane. Je rappelle que vous êtes derrière cette maison d'édition et que l'actualité, donc c'est la sortie de Chronicles of Crime qui arrive en magasin et cette campagne pour Mutants qui démarre le 30 octobre. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup Xavier. Au revoir.